So there will be the last, number 4 sequence of our scientists who have been invited here and will spend the week with us. And so I give the floor to Frédéric. Please, if you can have a seat, guys. Big guys, thank you. I give the floor to Frédéric to introduce this session. Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que tout le monde va très bien? Nous continuons maintenant avec la dernière présentation de cette journée scientifique. Le dernier groupe de cette session dédié aux présentations en 180 secondes des travaux de recherche réalisés dans les dispositifs en partenariat se nomme Log4SD, Local Communities Drive the Research for Sustainable Development. C'est toujours un moment un peu spécial et mélancolique de voir arriver la dernière présentation. Mais pas, on garde le meilleur pour la fin. Nous avons le plaisir d'accueillir des chercheurs talentueux venus des différents coins du monde pour partager leurs perspectives uniques. Ils ont travaillé sans relâche pour faire avancer le développement durable dans leur communauté locale. Ils sont Aminata Ghanem du Burkina Faso, Maëri Andjama de Madagascar, Vira Leng du Cambodge et Mariem Folba du Sénégal. Les invités sur scène, laissez-moi vous raconter une petite blague du ChatGPT pour détendre l'atmosphère. Pourquoi les scientifiques n'ont-ils jamais faim à la fin d'une conférence? Parce qu'ils ont toujours quelque chose à manger dans leurs données. Blague de ChatGPT. Merci de votre attention et de votre enthousiasme. Accueillons chaleureusement nos intervenants et profitons de cette dernière présentation de la journée. Good afternoon, everyone. Bonsoir tout le monde. C'est un plaisir d'être là ce soir pour partager avec vous nos activités de recherche dans le cadre de ces journées d'épée. Merci à Tanguy et à toute son équipe pour l'invitation ainsi qu'au CIRAD. Moi, je suis Ghanemé Aminata. Je suis ancienne chercheure à l'Université Joseph Kizerbo au Burkina Faso. Je suis là dans le cadre du DP ASAP. Comme vous le savez, en Afrique subsaharienne, l'intensification durable des systèmes de culture demeure un défi majeur. Et c'est dans ce cadre que le projet 3F2 s'est donné pour objectif global d'améliorer la résilience et la productivité des systèmes agro-silvopastoraux en vue à travers la mobilisation de l'agrobiodiversité de façon générale. Le projet se décline en 3 principales activités. La première activité porte sur la caractérisation de l'agrobiodiversité en vue d'identifier des espèces et des variétés d'intérêt pour les producteurs. À ce niveau, nous avons identifié avec eux des légumineuses à grains comme le moumbine ou encore des variétés double usage de sorgho et de niébé. La deuxième activité du projet porte sur l'utilisation de l'agrobiodiversité précédemment identifiée dans la co-construction et la co-évaluation de systèmes de culture répondant non seulement aux contraintes de production des agriculteurs, mais également à leurs objectifs de production. À ce niveau, nous avons pu identifier avec eux différents systèmes de rotation et d'association céréales légumineuses. La troisième activité du projet, qui est le cœur même de mon travail dans ce projet, porte sur l'effet de différents scénarios de diversification des systèmes de culture sur les indicateurs de performance des ménages, notamment des petits exploitants agricoles. Et les indicateurs de performance s'apportent sur la sécurité alimentaire, les revenus, les services environnementaux des différents systèmes de culture pratiqués par les producteurs. Pour cette activité, nous sommes en train de tester 2 principales stratégies de diversification. La première stratégie porte sur la diversification de la production en grains pour l'alimentation humaine. Et pour ce faire, nous avons mis en place 2 réseaux d'expérimentation. Nous avons un premier réseau de producteurs qui testent des différents types de rotation culturelle et un deuxième réseau de producteurs qui sont en train de tester des associations culturelles. La deuxième stratégie de diversification porte sur la diversification des revenus des ménages et cela se fait à travers un atelier d'engraissement des moutons. Et pour cela, nous avons un réseau d'agro-pasteurs qui sont en train de tester des variétés double usage de sorgho et de niébé, dont la biomasse est utilisée à la fin de la campagne agricole pour alimenter l'atelier d'embouche ovine.
Et l'idée pour ces deux stratégies, c'est de voir quel est l'apport de chacune des stratégies dans l'amélioration des performances des ménages et notamment des petits exploitants agricoles comparé à leur système actuel de production. Comme l'ensemble des membres de notre groupe, notre recherche elle est essentiellement participative. Elle est menée avec, par et pour les producteurs. Notre objectif à moyen et long terme, c'est de réussir à mettre en place un outil de co-conception et d'aide à la décision, un outil que le producteur, avant la campagne, pourra l'utiliser pour tester différents scénarios de diversification adaptés à son contexte, au type de terre qu'il a et à ses objectifs de production, et d'identifier les scénarios ou les stratégies de diversification qui sont les plus optimales pour son ménage et en vue aussi d'orienter ses choix techniques pendant la campagne agricole. Je vous remercie. Hello everyone, I'm Vira from Cambodia. I'm working for the Department of Agricultural Land Resource Management of the Ministry of Agriculture. And I'm also the PhD student hosted by CIRAD with the Recycling and Risk and IDA Research Unit. And today I'm very happy to share my research finding with focus on the impact of long-term tillage cropping system on soil organic carbon, nitrogen dynamic, and greenhouse gas emission in the tropical upland of Cambodia. So I'm part of the Asia, the agroecology in Southeast Asia's platform, and you know that in Cambodia there's the fast gradient change during the past 20 years, and about 50% of the land is considered as natural poor fertility, and around 9.2 million people resident in this area. So it's very important that we need to take into account about the restoration of soil that have been degraded. And in addition, on the top of this one, there is a fast change of forest to agricultural land, and that cause the depletion of soil organic matter, and at the same time contribute to the greenhouse, the global warming through greenhouse gas emission. So there's a need that we have to find a way to restore the soil health, but at the same time to reuse, to contribute to the climate change mitigation through restoring carbon from atmosphere to agricultural soil. So my study covers 3 long-term experiments that on the maize, cassava, and soybean base, and comparing the conventional tillage monocropping with different rank of conservation agriculture with no soil tillage and the use of cover crop and higher crop diversification in the system. So the study is conducted in a 10 years period, and the main objective is to understand the flow of carbon from what we have bring into the system above and below ground biomass, and this study is ongoing. And the second is how this biomass transform into soil organic matter. That's through that we assess the change of soil organic matter, carbon and nitrogen. And then lastly, I cover the greenhouse gas emission. We want to understand how much carbon has been transformed from biomass stored in the soil, and in which amount that emits through gases to atmosphere. So by doing so, that we will understand the whole cycle, and we can understand which tillage and cropping system have the effect, the positive effect to restore soil health, but at the same time to capture carbon to mitigate the climate change. So we find that by doing so, we collect soil sample to 1 meter depth, and we are going to collect the root sample to 1 meter depth too. And we found that under conservation agriculture, that soil organic carbon accumulate between 0.6 to 1.4 megagram carbon per hectare and per year. But at the same time, we found that the nitrogen stock has been declined. We still not understand why, that we need to conduct other study. And the preliminary results show that with the use of cover crop under conservation agriculture contribute to the greenhouse gas emission. But it is not yet complete. That in order to finalize my study, I need a bit more time to calculate the global warming potential.
So finally, I can provide the conclusion that which tillage and cropping system have the impact on the climate change and soil health. And we are going to finish the below ground sampling in the coming months. Thank you so much. Ah, d'accord, donc je me mets. Bonsoir à tous. On constate qu'il y a une érosion des participants dans la salle, mais ça ne change en rien l'envie que nous avons de partager avec vous les résultats ou bien certaines activités que nous sommes en train de mener à travers les DP. Vous avez devant vous Mariam Falba. Je suis chercheur au Centre national de recherche forestière de l'Institut sénégalais de recherche agricole et je suis rattachée au DP Pôle pastoralisme et zone sèche. Je m'en vais vous faire un petit résumé de ce qu'on est en train de faire dans le cadre du projet Doundi Ferlo. Donc dans mon pays, le Sénégal, la Grande Muraille Verte est en train de s'établir dans la zone sylvopastorale, qui est une zone caractérisée par un élevage transhumant, ou qui se fait sur des parcours, des pâturages, mais également des points d'eau qui sont en accès partagé. Donc les activités de reboisement de la Grande Muraille Verte génèrent très souvent, pour ne pas dire tout le temps, des conflits entre les usagers, que ce soit les agriculteurs, mais également entre les agro-pasteurs et les pasteurs aussi. Donc il est urgent pour nous de repenser les activités de reforestation de la Grande Muraille Verte afin de pouvoir collecter tout ce qui est gap informationnel et ainsi co-élaborer avec les communautés des innovations en termes de reforestation qui pourront nous permettre de concilier dans la zone les usages pastoraux aux activités de reboisement. Donc l'objectif de ce projet est d'améliorer l'état des écosystèmes sahéliens, mais également de renforcer la résilience des communautés pastorales. Comment est-ce que nous envisageons, comment est-ce que nous sommes en train de faire pour y parvenir? Nous mettons très en avant l'approche communautaire. Donc nous mettons en place des parcelles communautaires, des forêts communautaires avec, par et pour les communautés locales. Donc comment est-ce que nous avons fait? Nous avons mené des activités, des ateliers de concertation, mais également de la cartographie participative avec les communautés qui nous ont permis de co-identifier les zones à reforester. Donc nous en avons reboisé plus de 490 en 2022 et 2023 et nous envisageons d'en faire plus de 520 hectares en août plutôt 2024. Nous avons aussi, à travers ces ateliers, pu co-identifier et lister, prioriser 5 espèces à intérêt communautaire, comme nous les avons appelées, qui sont le Balanites aesbjiaka, Acacia Sénégal, Adonsinia digitata, Moringa oleifera, le 5e c'est lequel déjà, Jujufis mauriciana. Donc ces 5 espèces qui ont été identifiées par les communautés, priorisées par eux, désirées, ont été reforestées dans les zones qui sont identifiées. Ce qui nous a permis d'avoir comme impact sur le terrain des taux de survie après un an de plantation qui sont entre 60 et 70%, à l'exception bien sûr du Moringa et du Balanites qui ont des taux un peu plus inférieurs parce qu'on a eu des attaques de rongeurs qui sont venus s'attaquer aux racines de ces plantes-là pour pouvoir prendre un peu d'eau pendant la saison sèche. Comme impact aussi au niveau du terrain, nous avons pu co-identifier avec les communautés la principale contrainte qu'ils ont pendant la saison sèche, qui est la problématique liée à l'alimentation du bétail. Donc, nous avons utilisé des outils de la modélisation d'accompagnement, notamment des pardis, mais également des jeux de rôle, pour pouvoir les organiser en comité de gestion pour chaque parcelle clôturée, mais également pour élaborer des règles de gestion de la paille. Donc nous avons pu de manière très significative créer des emplois, parce que nous avons on a actuellement des faucheurs, des collecteurs, mais également des convoyeurs de cette paille-là, qui sont employés pour collecter, faucher la paille, mais également lorsque la paille est vendue, ça génère des revenus complémentaires pour les membres du comité de gestion, mais également pour les comités locales de manière générale qui sont enrôlés dans l'unité pastorale
de Yunufere, de Vélingara Ferlo, mais également de l'Abgar. En plus de ça, nous avons élaboré avec eux, à travers les jeux sérieux, comment est-ce qu'à travers la vente de la paille, l'argent collecté va être réinjecté dans l'unité pastorale, dans les communes de gestion, mais également dans les parcelles à reforester. Donc cet argent, une partie de l'argent qui est différent en fonction des unités pastorales, est reversé à la parcelle pour réfectionner les clôtures lorsque c'est endommagé, pour arroser, parce que l'une des principales contraintes aussi, et c'est ressorti dans les activités transversaux qu'on a eu à faire hier, c'est l'eau. Donc sur les parcelles de reforestation, on arrose pendant la saison sèche. Donc c'est une partie de l'argent qui est issu de la vente de la paille qui est utilisé pour faire des activités, pour faire l'arrosage des plants. Donc c'est des impacts assez conséquents que nous sommes en train, qu'on a au niveau du terrain. Donc Lock4 ISD est possible. Lorsque local communities drive research for the sustainable development is reality. On peut le faire et on est en train de le réaliser, on est en train de l'avoir au niveau de la zone sylvopastorale du Sénégal. Merci beaucoup. Donc pour la dernière présentation, je suis Mayer Anjiamanaten et je viens de l'université d'Antananarivo, l'école supérieure des sciences agronomiques, et également du DP Forêt Biodiversité de Madagascar. Donc quand on parle de Madagascar, on parle toujours de sa richesse en biodiversité. Donc notamment la biodiversité végétale en produits à haute valeur ajoutée qu'on connaît tous, la vanille, le litchi, ainsi de suite. On a aussi cette biodiversité animale qu'on connaît à travers les dessins animés, Alex le lion ou les girafes et les hippopotames. Ça n'existe pas à Madagascar que dans les dessins animés. À part cela, nous avons aussi une riche biodiversité en termes de plantes négligées. Donc des plantes qui sont très faiblement, voire pas du tout utilisées. Et donc nous, c'est dans ce sens que nous travaillons dans cette thématique de la biodiversité végétale tinctoriale de Madagascar, c'est-à-dire des plantes riches en pigments et colorants. Donc dans ce projet, il y a deux différents objectifs. Un premier objectif qui permet de répondre à un besoin industriel, on va dire, parce que c'est la nouvelle tendance et c'est les nouveaux besoins d'avoir des sources naturelles d'ingrédients, sources naturelles de colorants, pour substituer les colorants chimiques qui sont toxiques, qui sont polluants. Donc nous, on va faire un criblage pour identifier quelques pistes prioritaires de plantes. Donc comme deuxième objectif du projet, à travers ces pistes prioritaires de plantes, il y a aussi l'objectif de donner des sources de revenus à la population locale. Donc comme a dit le groupe, c'est la population locale qui drive la recherche. Et donc, à travers cela, nous sélectionnons des plantes qui peuvent aider la population locale. Donc nous avons par exemple une plante qui pousse dans la forêt de l'Est, un arbuste qui pousse sur les hautes terres centrales et une liane qui pousse dans différentes régions de Madagascar. Donc pour la suite du projet, c'est totalement dans la thématique du DP Forêt Biodiversité également, où il faudra passer par l'étape, par exemple, de domestication, de vulgarisation, de régénération, parce que, en général, ce sont des plantes qui ne sont pas encore cultivées, mais qui poussent à l'état sauvage dans leurs différents écosystèmes naturels. Voilà, merci. Merci beaucoup. Thanks a lot for your presentation. It was very interesting, very nice. And this was the number 4 sequence of our scientists coming up here. Is there any burning question on what they presented? Philippe. Merci pour les 4 présentations, c'était vraiment super. J'ai une question sur la dernière. Je me suis posé la question de comment vous protégez les espèces que vous allez identifier. Quel est le processus? Parce que j'imagine que
si c'est intéressant à Madagascar, ça risque d'être aussi intéressant ailleurs. Donc, voilà. Et juste une remarque. Ça aurait été bien de mettre une chemise colorée avec les, avec les pigments, ça aurait été encore plus expressif, merci. Vous voulez dire dans le sens la protection intellectuelle des plantes la conservation pour que d'autres pays n'utilisent pas les résultats de recherche. C'est une question assez difficile à répondre parce que à Madagascar en particulier, je pense que c'est à peu près le même cas dans les pays du Sud. C'est très difficile de protéger quelque chose. Donc tant qu'on n'a pas un partenariat avec l'international ou bien avec des entreprises qui ont les financements pour déposer un brevet ou pour protéger le savoir-faire, ça devient très difficile. Après, je veux dire, si ça peut aider d'autres pays, pourquoi pas. Dans les espèces que vous avez identifiées qui pourraient être intéressantes pour produire des teintures, est-ce qu'il y a des espèces en danger ? Alors avec, peut-être c'est le moyen aussi d'engager des actions pour les conserver ou aussi augmenter les risques de les voir disparaître. Si je vais prendre deux exemples. L'exemple d'une plante, je ne vais pas le citer, parce que c'est pas par rapport au biopiratage, mais c'est que c'est une plante un peu en danger, on va dire. Donc, c'est les écorces qu'on va utiliser. Donc avec les écorces, au moins on ne va pas couper l'arbre, mais le souci c'est qu'on n'a pas les données pour dire que ça va se régénérer. Donc c'était ma discussion avec... il n'est plus là. Par rapport au caoutchouc, par exemple, qu'en découpant une partie de l'écorce, cette année, ils peuvent découper une autre partie de l'écorce l'année prochaine et après ça va se régénérer. Donc ça c'est vrai dans le cas du caoutchouc d'après ce que j'ai entendu, mais pas forcément dans le cas de cette plante. Donc un autre moyen aussi où on va plus se focaliser sur des plantes un peu plus envahissantes. Donc là, nous travaillons sur 2 plantes endémiques mais envahissantes. Mais après, ça ne veut pas forcément dire facile à cultiver dans différentes régions. Donc c'est vraiment des études à mener par rapport à ces plantes cibles. Ok. Je pense que ma première préoccupation est devenue sans objet parce que tu as dit que les plantes sont endémiques au Madagascar, parce que je voulais savoir si ces plantes étaient endémiques ou pas. Alors, pour la deuxième préoccupation, concernant la conservation, pour le moment, en ce qui concerne les ressources naturelles, il y a le protocole de Nagoya avec l'accès partagé aux avantages et tout. Je crois que c'est ce qui nous permet en fait de bénéficier de toutes ces ressources dont la plante ne peut pas quitter le Madagascar et venir en Europe sans pouvoir obtenir de papiers qu'il faut. Je crois que c'est une voie qui permet justement à la conservation de l'espèce. Si elle est appliquée, oui. Mais d'après mon expérience personnelle, ça a été signé, certes, mais l'application, elle est encore très difficile. Merci. Merci beaucoup. Thanks a lot for your presentation.